Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Rêve, votre émission culturelle qui vous parle de nouvelles références. J'espère que vous êtes bien installés. La carte du jour proposera un invité d'honneur, Baptiste Gouin, critique de films sur Instagram. Aujourd'hui, Charlotte nous parlera des NFT. Lilian nous parlera de JoJo's Bizarre Adventure, Mélina de Joyerie, tout ça accompagné d'un reportage sur l'upcycling et du cabaret des Belles Poules. Est-ce que tout le monde va bien ? Super, merci beaucoup. Merci, ouais. Trop cool. Je peux te tutoyer, Baptiste, d'ailleurs ? Avec grand plaisir. Super. Faisons ça. Donc, comme dit précédemment, Charlotte, notre produit digital, nous explique aujourd'hui ce que sont les non-fungible tokens. Vous le savez, comme chaque semaine, un internaute nous demande une info, un mot de vocabulaire ou nous propose une information pertinente à présenter sur le plateau de la REF concernant la culture digitale. Et cette semaine, dans le Tape à la REF, c'est Louis qui nous demande sur Twitter, un NFT c'est quoi ? Eh bien, regardez cette œuvre numérique, elle a été vendue à plus de 69 millions de dollars, elle est signée Beeple, un crypto-artiste américain. Et sur cette œuvre, en fait, on aperçoit 5000 petites mini-œuvres, on va dire, de l'artiste, rassemblées en une seule. Ce qui est troublant, c'est que cette œuvre, elle n'existe pas dans le monde physique. En fait, l'acheteur ne possède pas de photos, pas de posters, pas d'images, rien du tout. La seule chose qu'il possède, c'est un code qu'on appelle NFT et qui ressemble à ça. Il est sécurisé et littéralement, NFT, ça veut dire non-fungible token, comme tu l'as dit. Hein. Ouais. Et littéralement, en français, c'est jeton non fongible. Mais c'est quoi, du coup, non fongible exactement ? Alors, j'allais y venir justement. Non fongible, c'est quoi concrètement ? Si on s'échange 10 € chacune, on aura toutes les deux 10 € toujours à la fin. Et c'est pareil avec la crypto-monnaie. Si j'échange un bitcoin contre un autre bitcoin, j'aurai toujours la valeur d'un bitcoin. Même si sa valeur, elle diminue, elle augmente, enfin, elle fluctue au fur et à mesure des années. Si j'ai acheté mon bitcoin à 3 $, je sais pas, il y a 15 ans, et que la personne en face de moi l'a acheté 34 000 $ hier, un bitcoin, ça équivaut toujours à un bitcoin. Et ben, le principe des NFT, c'est que ce sont des œuvres qui sont non fongibles. Elles ne peuvent pas s'échanger. C'est un type d'œuvre d'art qui est de plus en plus répandu, qui peuvent être créées par des gens comme vous et moi, sans problème, et qui s'achètent via la fameuse crypto-monnaie dont on vient de parler, le Bitcoin ou l'Ethereum. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'émission de la semaine dernière qui parle de la crypto-monnaie, je vous invite à la regarder, j'explique ce que c'est dedans. Mais du coup, ça sert à quoi en fait d'acheter une œuvre qui n'existe pas Oui, d'acheter quelque chose. Ouais. Oui, pourquoi acheter quelque chose qui n'existe pas finalement ? Ouais. C'est bizarre parce qu'en fait, on va juste récupérer ce code et on aura aussi une image JPEG. Mais alors, il y a deux raisons de pourquoi acheter quelque chose qui n'existe pas, notamment dans les NFT. La première, c'est qu'en possédant ce non-fungible token, on possède une œuvre rare, comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Et dans le monde de l'art, vous savez qu'il n'y a rien de tel que la rareté pour augmenter l'engouement autour d'un objet et aussi sa valeur. C'est un peu comme dans le monde de la sneakers finalement. Après, il y a tout ce système d'achat et de revente aussi derrière. Dire que je vais acheter un NFT, je vais pouvoir le revendre encore plus cher. Quelqu'un va pouvoir le racheter et le revendre encore plus cher. Voilà, parce que c'est non fongible et que c'est rare. La deuxième raison, c'est juste pour acquérir, pour l'art de collectionner. Comme on collectionnait quand on était au collège, les garçons c'était plutôt les cartes Pokémon, les filles c'était plutôt les feuilles d'Idlina, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà ce qu'on collectionnait. Et voilà, l'important c'était d'avoir celui que personne n'avait, le truc rare. Voilà, tout simplement pour l'art de collectionner, d'en avoir le plus possible. Ok, mais du coup, pourquoi collectionner quelque chose qu'on n'a pas Pourquoi collectionner quelque chose qu'on n'a pas pour en avoir le plus possible, pour pouvoir le revendre, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On revend, on rachète, on revend plus cher. Après, on peut être tenté d'en acheter un qui va peut-être plus plaire, qui va plus nous plaire, en revendant un qui nous plaît moins. On change sa collection au fur et à mesure. Donc ça peut être sympa si on a du Bitcoin. Ouais, si on a du Bitcoin, ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, les NFT sont partout. Je vais vous donner 3 petites anecdotes qui le prouvent. Donc l'année dernière, Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du World Wide Web, a vendu une version NFT de son code source, donc la création du World Wide Web. Donc vous voyez une partie à l'écran. Et tout ça pour 5,4 millions de dollars. Donc, ça fait beaucoup. Voilà. Bah, ça se met bien, quoi. Hein. Et le fichier comprend 9550 lignes de codage HTML. Donc, c'est un NFT qui est quand même historique. C'est ce que disent en tout cas
les professionnels. Et plus récemment, Mikhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation numérique, a pour projet de financer l'armée du pays via les NFT. Donc on ne sait pas encore à quoi ils ressembleront, on ne sait pas non plus leur prix. Mais à mon avis, il y a de quoi avoir de l'inspiration. Et pour terminer, si vous avez la chance, vous qui nous regardez, de participer au festival Tomorrowland Winter qui débute ce week-end dans les Alpes, eh bien vous aurez peut-être la chance de gagner un NFT. En effet, FTX, une plateforme de trading spécialisée dans les NFT, s'associe avec l'organisation du festival qui se nomme We Are Only World. Et pour cette gigantesque chasse au trésor, rien de plus simple, vous avez juste à trouver les 3 livres qui sont éparpillés dans la station pour tenter de débloquer un NFT et peut-être devenir riche. C'est une grande chasse au trésor, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et il va y avoir, il me semble, je crois qu'il y aura 1500 gagnants. Donc, voilà, donc il y aura beaucoup d'NFT. Je ne sais pas par qui ils seront créés, on n'a pas encore beaucoup plus d'informations. Mais si vous y participez, vous aurez peut-être cette chance. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour nous poser vos questions ou nous suggérer vos propositions. Et j'y répondrai la semaine prochaine. D'accord, merci beaucoup. C'était très enrichissant. En parlant de nouveautés sur Internet, je vous propose de lier stylisme et écologie, un focus sur le créateur d'upcycling, Dido. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Dido, jeune concepteur de vêtements et sneakers, spécialisé dans l'upcycling. Il partage depuis quelques années ses créations toutes plus belles les unes que les autres sur Instagram. Dido, qui es-tu ? Jeune créateur, on va dire ça comme ça, en tout genre, que ça soit upcycling ou autre, danseur à mes heures perdues, et voilà. Mais en fait, c'est quoi l'upcycling ? C'est créer une différence à quelque chose qui existe déjà en fait. Pour faire simple, l'upcycling c'est un peu le top en matière de recyclage. Créer du neuf avec du vieux, sans pour autant transformer la matière première utilisée. Dido nous a ensuite expliqué d'où venait cette passion pour les vêtements et la création. Ça a d'abord été la danse. Quand j'étais petit, j'étais en région parisienne et à la gare où j'allais souvent, il y avait des mecs qui dansaient. Mais le truc qui m'avait marqué, c'était les fringues qu'ils avaient, les ensembles qu'ils avaient. Et ça, c'est resté. Et je me suis intéressé à mort à tout ça. Travailler dans l'upcycling, c'est avoir un quotidien très rythmé et qui change tout le temps en fonction de ses projets. Dido nous a donc expliqué quelles étaient les étapes dans la création de ces pièces. Ça va surtout de base être une idée qui va venir soit de ce que je vois dans une journée, je vais me dire tiens, c'est ça, je vais rentrer, je vais faire des croquis ou pas, ça dépend. Et après c'est la base, trouver une pièce qui va me servir de base et la retravailler avec les tissus que je vais aller chercher, les idées que je vais trouver aussi entre temps. Le produit fini n'a plus aucun rapport avec l'idée de base, quoi. Donner les étapes, c'est un peu complexe. Dido, pour finir, t'aurais pas un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'upcycling ? Pour se lancer là-dedans, de la patience, de l'envie, de l'acharnement, de vrai. Et si le meilleur conseil, si en vrai devrait défaire le plus de pièces possible. Comme ça, tu vois vraiment comment c'est fait, comment c'est créé, comment les coutures sont faites. C'est vraiment défaire le plus de trucs. Merci pour l'accueil Dido, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Et vous êtes plutôt branché stylisme ou pas du tout ? Un peu, ça m'intéresse. Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Pas forcément. Mathis, Ouais, pas forcément. Ouais. On regarde de temps en temps. Pas Je trop, m'intéresse. Ouais, moi j'aime bien, mais bon, après, ça dépend. Ouais. Donc passons maintenant à l'interview de notre invité, donc Baptiste Gouin, le créateur du film du jour sur Instagram. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais Du coup, le film du jour, c'est un compte Instagram que j'ai créé il y a 4 ans maintenant, en mai 2018, pour recenser les films que je voyais, tout simplement au cinéma et chez moi. Et c'est quelque chose de base que je faisais pour moi, vraiment comme un agenda, comme une plateforme Sens Critique, etc. Et j'ai commencé à écrire des petites notes sur les films que je voyais. Et petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à suivre. J'ai commencé à écrire de plus en plus et ça a pris une ampleur très importante d'un coup. Et là, du coup, ça fait 4 ans que j'écris presque au quotidien sur Instagram. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu pensais pas que ça allait... Enfin,
forcément, au début, on ne se pense pas, mais... C'était pas du tout l'objectif. C'était pas du tout Mais ce l'objectif. qui est drôle, c'est que ça veut dire qu'il y avait personne qui avait eu l'idée en fait de ce concept-là avant. Tu n'avais même pas checké si Pas sur Instagram. quelqu'un... ouais, c'est ça qui est drôle. Mais après, il y a aussi le format qui est un peu contraignant, tu vois, d'écrire sur les réseaux sociaux. Moi, le but, c'était toujours de faire passer de la vraie information, enfin, d'avoir des blocs de texte, etc. Et sur Instagram, c'est compliqué. Et du coup, ça te prend beaucoup de temps en fait à produire, parce que j'imagine que entre voir le film et écrire, ça doit prendre du temps quand même. Ça m'a pris beaucoup de temps. Là, je suis un peu moins actif quand même ces derniers temps, parce que les études, parce que le travail, etc. Mais c'est quand même un truc, quand on s'y met à fond, c'est assez chronophage. Et donc, ce qui t'a motivé à créer ton compte, c'était plutôt faire des petites notes pour toi-même De base, ouais. Et puis après, c'est devenu la passion du cinéma et en fait le fait que les jeunes en regardent de moins en moins et que c'est hyper important de préserver cet art-là. Et l'écriture aussi, c'est important pour toi du coup Ouais, tout à fait. Okay. J'écris un peu pour le coup depuis plus jeune, mais c'est dans la critique que je me retrouve le plus. Ok. Mais du coup, comment est-ce que tu imagines le cinéma dans quelques années avec la réalité virtuelle, le streaming et les jeunes qui ne vont pas forcément au cinéma Alors la question, en fait, ça va être surtout comment attirer les jeunes en salle, parce qu'il faut savoir que l'âge moyen d'un spectateur aujourd'hui, c'est 47 ans en France. Ah oui. Donc, et c'est dû à beaucoup de clichés, notamment le tarif, où les jeunes ont l'impression, avec l'émancipation des multiplex, etc., on a l'impression qu'on paye sa place plus de 10 €, alors qu'il y a des cinémas un peu partout qui se battent pour qu'on puisse aller au cinéma pour pas cher. Donc comment je vois le cinéma, ça dépend, parce que les réalisateurs migrent de plus en plus sur les plateformes. Oui. Même les acteurs, on voit plus, beaucoup sur, par exemple, Netflix. Donc moi, j'essaye d'être optimiste. Je pense qu'il restera des salles, mais que beaucoup vont fermer quand même. Ok. Est-ce que tu n'aurais pas des tips pour les jeunes, les étudiants et tout, pour avoir, je sais pas, des tarifs préférentiels, tu vois, parce que pour un étudiant, quand on est jeune, c'est vrai que le cinéma, c'est cher ça quand même. Il y a pas mal de plateformes qui sont mises en place. Il y en a une qui s'appelle Mubi. Et je crois que c'est moins de 5 € par mois. C'est une plateforme qui a été créée de base pour les films d'auteur par Scorsese, le réalisateur. Et chaque mois, il y a une sélection de films connus ou non pour pas cher. Et il y a des offres étudiantes, etc. Il y a 30 jours gratuits d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je fais là pour faire de la promo. Moi, j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que tu as envie, par exemple, plus tard, de vraiment travailler dans le milieu du cinéma, ou ça reste une passion Alors, ça reste une passion pour l'instant. À côté du compte, du coup, je suis caissier dans un cinéma indépendant et formé à la projection. Mais je ne sais pas si c'est un milieu qui me plairait plus que ça, parce que là, rien qu'en travaillant dans un ciné, j'ai vu aussi un peu l'envers du décor. Et ce qui se passe dans les réalisations, etc. Et c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, donc je crois qu'il faut garder ce regard un peu enfantin aussi. Je pense qu'il y a moyen d'être dégoûté vite de sa passion si on commence à travailler dedans. C'est vrai. Mais du coup, pourquoi tu as commencé à écrire sur Instagram et pas sur un autre réseau social? Twitter, ça peut être peut-être plus simple, ou même un blog, ou créer une chaîne YouTube? C'est une bonne question, en vrai, parce que je crois que dans une époque comme la nôtre, l'un des seuls moyens d'être lu vraiment, c'est de partager sur les réseaux sociaux. Et pourtant, mon rapport personnel aux réseaux sociaux est très conflictuel. C'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça à la base. Et c'est quelque chose dont j'essaye aujourd'hui de me séparer. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que j'adore écrire des critiques, mais le format réseaux sociaux m'angoisse beaucoup. Je pense comme beaucoup de monde de notre génération. Et c'est là où on trouve le plus grand public aujourd'hui de notre âge. Donc c'est un peu... C'est vrai. Bon, on va passer à un petit jeu, si ça vous va. Ça nous va. Alors, on va essayer de deviner, grâce à des emojis, le film qui se cache derrière les emojis. Ça marche. Donc, celui-ci, c'est le premier, avec un éclair, un bonhomme avec des lunettes et une baguette magique. Harry Potter. C'est simple. C'est quoi je sais plus comment c'est, pas la trilogie, c'est ta saga préférée? Ma saga préférée, c'est une bonne question. Je connais Twilight, Harry Potter, après ça s'arrête là. Pardon. Vous voyez, on a des références différentes. T'es pas très saga? Non, mais plus Le Seigneur des Anneaux, quoi. Ah oui, ok. Compréhensible. Ok. C'est très original, mais...
toujours efficace. Ok, donc le deuxième, c'est un bonhomme barbu avec les cheveux bruns, une guitare et un chat. Ça, c'est Inside Llewyn Davis, des frères Cohen, que je vous conseille. C'est pas un film qui est très connu, mais c'est pourtant Grand Prix au Festival de Cannes 2013. Ouais. Et c'est un film qui parle de la dépression d'un artiste qui avait un groupe de musique avec un pote qui décède subitement. C'est pas super gai, hein, je suis désolé. Mais et c'est interprété par Oscar Isaac, qui est un acteur vraiment brillantissime, qui joue dans Star Wars et dans Dune notamment. Okay. Et c'est un très beau film. Et c'est ton film préféré? C'est un de mes films préférés, ouais. Ok. Donc ensuite, on a un avion, un bébé, un monsieur avec une moustache aussi, et un pompier. Alors, le pompier, je dirais maman, j'ai raté l'avion comme ça. Mais ça aussi. Moi aussi, j'aurais dit ça. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, ouais. Ok. Très bon film. Ouais. Ensuite, une toupie, un sablier et quelqu'un qui dort. Inception? Ouais, il est trop fort, c'est dingue. Les calés. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Inception s'était en fait inspiré, parce que Nolan est très inspiré par l'univers du manga, c'était inspiré du film d'animation Paprika, qui a été aussi repris pour le film Réminiscence avec Hugh Jackman récemment. Ok. Ok. Ok, je savais pas du tout. Ensuite, en emoji, on a le couteau, la douche et une femme. Blonde. Psychose? Ouais. Classique. Classique. Ils ont fait un remake dans les années 2000, je crois, avec Viggo Mortensen. Ah ouais. Ouais. Je l'ai même pas J'ai vu. du mal avec les vu vieux le film. films, c'est un truc de ouf. Les vieux mais- films des non. années 2000. Non, Psychose, c'est pas. Non, mais le remake, Oui, le mais remake, ouais. j'ai du mal avec les vieux films, genre. classique de l'horreur. Mais est-ce que le Même, remake et est même assez si c'est bien des classiques, que mais même si c'est des classiques, et je sais qu'il faudrait que je me force à les regarder, mais j'ai du mal. Ensuite, un inspecteur, une île, Hôpital. un hôpital, oui, Ouais. pardon, et un bonhomme qui perd la tête. Shutter Island? Ouais, j'aurais dit ça aussi. Oui, mais- Ouais. C'est ça. Donc nous avons fini avec le petit jeu. Franchement, bravo, parce que Comment la rapidité. C'est vrai qu'il est Merci. Oui, c'est vrai que Franchement, c'était pas un Ouais. truc au Ouais. chronomètre ni rien. Mais bon, bah, let's go. Donc quand on parle de cinéma, on peut aussi parler d'animé. Lilian, adepte de pépites artistiques, nous présente aujourd'hui JoJo's Bizarre Adventure, un croisement de plusieurs références culturelles, disponible sur ADN, Crunchyroll et Netflix. Tout à fait. Alors JoJo's Bizarre Adventure, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un assez vieux manga, hein, ça date de 1986, soit 2 ou 3 ans après le premier tome de Dragon Ball. Donc ça remonte quand même, il y a plus de 30 ans maintenant. Faut voir que d'ailleurs avec Dragon Ball, c'est le papa du style shonen. Donc le shonen, qu'est-ce que c'est? Alors ça veut dire jeune garçon, mais en fait c'est une catégorisation du manga. Basiquement, si je vous dis Naruto, One Piece, Dragon Ball, en fait quasiment tout ce que vous voyez c'est du shonen. Donc c'est pour dire à quel point c'est important dans le milieu du manga. Et il faut savoir que c'est pour cette raison, ainsi que beaucoup d'autres, que ça a été pendant longtemps le seul manga à avoir jamais été exposé au Louvre. C'est quelque chose d'assez impressionnant, surtout quand on se rappelle comment c'était vu le manga dans les années 2000. C'était en 2003, il me semble. Donc vraiment, c'était vu comme quelque chose de débilisant et c'était vraiment assez incroyable. Mais ça n'a pas été fait non plus par n'importe qui. Ça a été fait par un monsieur qui s'appelle Hirohiko Araki, donc un mangaka japonais, comme la plupart des mangakas d'ailleurs, qui n'était pas du tout du milieu du manga de base. Faut savoir que Il faisait du stylisme. Exactement, il faisait Ouais. du stylisme, il était dans le milieu du luxe, très inspiré, mais il aimait aussi en fait toutes les formes d'art, donc le cinéma, la musique, etc. Faut voir que ça a son importance dans son œuvre, et justement, c'est ça qui l'a poussé au manga. Mais alors, faut savoir aussi que ce mec, c'est un véritable vampire. Genre, vous prenez une image de lui, vous tapez son nom sur Google, vous prenez une image de lui jeune, une image de lui vieux, le mec n'a pas bougé. Il a plus de 60 ans, il n'a pas bougé. Vraiment, il ne bouge pas, c'est terrifiant. Mais globalement, qu'est-ce que c'est JoJo pour vous raconter un peu comment ça se passe? C'est un manga qui est en plusieurs parties. Il faut vraiment prendre ça comme une grande histoire, découpée en petites histoires intermédiaires, où chaque partie, parce que c'est découpé en parties, a son personnage principal, donc un JoJo, parce qu'en fait, le personnage principal change, et du coup, pour qu'il soit plus facilement identifiable, il s'appelle à chaque fois Jojo. Par exemple, le premier, c'est Jonathan Joestar, rien à voir avec le rappeur, hein, vraiment. Mais ils s'appellent tous Jojo, C'est ça, ouais. tous. C'est ça, c'est un peu, Ok. en fait, c'est un fil rouge, tout comme le fait, par exemple, qu'ils soient plus ou moins de la même famille. Et en fait, la grande histoire en elle-même fait sens
et quand tu enchaînes les parties. Mais les parties, et tu le disais, c'est des références aussi artistiques, c'est que chaque partie en fait a son style cinématographique attribué. Par exemple, la première partie, c'est les vieux films de vampires. Vous avez ensuite des films d'aventure en mode Indiana Jones, etc. Et c'est vraiment passionnant à voir. Et il y a un lien entre toutes ces ouais. histoires. Et c'est super impressionnant parce qu'en fait, le mec passe d'un style burlesque à vraiment un ton hyper sérieux. Et c'est super impressionnant de voir qu'il arrive à garder en fait une cohérence. Mais du coup, l'histoire continue, mais il n'y a pas le même style et ça fait pas bizarre du coup de passer d'une partie à une autre Si, c'est bizarre, mais c'est ça qui est cool. C'est dans le titre en même temps, tu me diras. Oui, c'est ça qui est vraiment cool. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que ça comme référence artistique. Il y a aussi quelque chose de connu qui s'appelle les JoJo poses. Donc en fait, c'est des poses emblématiques prises par les personnages. Qui viennent en fait du milieu de la mode. Par exemple, là vous voyez sur votre écran, ça c'est un personnage donc, de la partie 3 qu'on voit aussi dans la partie 1, mais bref, cette pose là vient de la partie 3. Et en fait, c'est une pose qui vient du dessinateur qui a fait ça pour Nina Ricci par exemple. Là, c'est un personnage de la partie 4, et vous voyez, en fait, cette pose, elle vient d'une pub pour Christian Dior. Et en fait, il y en a... dans le luxe. C'est ça, mais il y en a plein. Mais pas que, il y a aussi des poses qui viennent du cinéma, etc. C'est drôle qu'il ait réussi à mélanger tous ces univers-là, Ouais. parce que quand tu Super dis le luxe et le manga... C'est vrai qu'au premier abord, on ne penserait pas à ça. Mais ça se retrouve aussi dans le nom des personnages. Par exemple, si je vous dis AC/DC, Wham, et même si on parle en francophonie, Polnareff, c'est quelque chose qui parle aussi beaucoup. Et d'ailleurs, fun fact, Michel Polnareff, donc la personne dont c'est tiré, avait comme photo de profil Twitter Jean-Pierre Polnareff, donc le personnage du manga, comme photo de profil. Donc, Et du coup, elle a quoi de spécial, la partie 6 ? Alors la partie 6, c'est la dernière qui a été animée, et elle a comme personnage principal un JoJo féminin, Joline, oui, comme dans la musique, encore une fois. Et franchement, c'est juste une tuerie, et je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Franchement, très très cool. Elle est déjà sortie là. Ouais, alors là, elle est sortie et on attend du coup les nouveaux épisodes. Ok, très qui sortent toutes les séries. C'est en exclusivité pour le moment sur Netflix. Ok. Et c'est juste une dinguerie. Ok, bah j'irai streamer ça. Tu vas streamer ça. Trop cool. Il faut. Donc tout de suite, un reportage pour vous faire découvrir l'univers des transformistes. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est le fait que des artistes se transforment en un personnage en l'incarnant. Je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue au cabaret des Belles Poules. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, on va voir le salon maquillage, comment tout le monde se prépare, et après nous allons interviewer le responsable du cabaret. J'espère que vous allez adorer. Vous nous suivez ? Tout commence dans les loges, 3/4 d'heure avant le début du spectacle. Depuis 7 ans, 5 fois par semaine, 5 artistes se réunissent, se transforment pour nous faire voyager dans un nouveau monde. Lady Gaga, Cléopâtre, Marilyn Monroe seront au rendez-vous ce soir. Le maquillage est la première étape de leur préparation. Les artistes auront le choix de s'habiller parmi 50 costumes en fonction des différentes scènes prévues dans leur représentation. 200 spectateurs seront servis ce soir. Au programme, un dîner rempli d'humour et de surprises, et dans un second temps, un show rythmé par du chant, de la danse et du théâtre. Quel message voulez-vous faire passer par votre art ? La signature du cabaret, c'est vraiment que les gens ils rentrent ici et ils partent dans un autre univers. Donc je pense que ça arrive vraiment. Et la différence, c'est que vraiment, c'est complètement loufoque. C'est vraiment, il y a une ambiance qui se crée, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et le message, ça serait vraiment de passer une très belle soirée. Vraiment, de passer un moment très particulier. Du début jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu des gros oui, changements on a des spectacles. Oui, mais bien sûr, les revues entières. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, dans un an, plus de la moitié n'existera, enfin, il ne sera plus sur scène. Seulement les tableaux d'entrée et de sortie, qui eux sont des tableaux importants, dont les chansons ont été chantées par nous en studio et créées, mais la plupart partent. On évolue au niveau maquillage, au niveau scénique, au niveau lumière, au niveau jeu avec les clients et aux convives. Et bien sûr, c'est une évolution constante, c'est du spectacle vivant. L'objectif pour le cabaret est de transporter le public à travers l'art du transformisme. Vous l'aurez compris, il ne vous reste plus qu'à venir pour réellement comprendre ce qu'il s'y passe.
Et donc si vous voulez venir voir le cabaret des Belles Poules, c'est à Martigny-Briand et vous pourrez y aller le week-end, donc le soir ou le midi. Voilà. Ah ouais ? Ça a l'air cool de ouf. Pour avoir fait le reportage, c'était vraiment incroyable. Donc dans le top 5 des choses insolites du jour, Mélina nous proposera donc un top 5 de la joaillerie. Nous parle de luxe et puis voilà. Alors la joaillerie, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, on va commencer par la définir. En fait, c'est la création de joyaux ou parures avec des métaux précieux, donc l'or, l'argent, le bronze, toutes les pierres précieuses. Et à la différence d'une bijouterie, en fait, la joaillerie, tout est fait à la main, chaque pièce est unique. Et une bijouterie, par exemple, elle va proposer plutôt plusieurs variantes d'un même modèle. Donc c'est aussi ce qui explique la différence de prix entre une joaillerie et une bijouterie. Voilà. Ok. Donc ton top 1 ? Ouais, alors la première nouveauté, c'est Piaget, l'innovateur, qui vient de sortir une parure LED qui enferme 36 carats. Et en fait, le but, c'est de faire rayonner la gemme tout au long de la nuit. On peut allumer et éteindre la parure comme on le souhaite. Et du coup, c'est quoi une gemme à proprement parler ? Ouais, en fait, le gemme, c'est un terme qui regroupe toutes les pierres précieuses qui sont utilisées en joaillerie. Donc on dit un, une, peu importe, puisque ça regroupe plusieurs pierres différentes. Okay. Et la LED qui s'allume, c'est grâce à une pile, c'est ça ? Alors ça, ouais, exactement, c'est avec un petit bouton, en fait, c'est très discret et on l'allume si on le souhaite et puis ça donne un petit côté d'éclat pour la nuit. Voilà. Ok. Top 2 ? Eh bien, le top 2, c'est l'utilisation de l'imprimante 3D, donc c'est la nouveauté de l'année, on va dire. En fait, ici, le but, c'est plutôt de créer des toutes petites pièces ou alors de créer des moules pour ensuite faire de la joaillerie. Mais ça ne va pas remplacer entièrement l'artisan joaillier. Par contre, ça va lui faciliter le quotidien pour tous les petits détails. Ok. Top 3. Eh bien, on va parler un petit peu plus achat. Si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est à la place Vendôme à Paris que vous pourrez retrouver le plus de joailliers en France. Donc, vous retrouverez des pièces uniques, que ce soit chez Cartier, Bulgari, Piaget, etc. C'est un lieu incontournable en joaillerie. Mais toujours du luxe, donc toujours plutôt cher. Et est-ce qu'on a des variantes pour acheter un peu moins cher ? Oui, c'est ça. Alors, on en vient au top 4. Donc, c'est la joaillerie d'occasion. En fait, le marché de l'occasion, ça intéresse beaucoup les Français, que ce soit pour des questions éthiques ou budgétaires. Vous pouvez retrouver, que ce soit chez des professionnels ou particuliers, mais il faut faire attention, des parures de joaillerie à des prix légèrement inférieurs à la vente en neuf, bien sûr. Alors, il faut faire attention quand même, il faut toujours demander un certificat d'authenticité de la pièce. Et puis, on évite les ventes entre particuliers, on privilégie les professionnels pour avoir un certificat et qu'il n'y ait pas de problème derrière. Ok. Top 5 ? Et la dernière nouveauté, donc, c'est une exposition. Si jamais vous êtes intéressé par le milieu de la joaillerie sans vouloir forcément en acheter, toujours à la place Vendôme, donc à Paris, c'est jusqu'au 15 avril et c'est la marque Van Cleef & Arpels qui propose en fait de montrer toute sa nouvelle collection sur la joaillerie et c'est une inspiration haute couture. C'est une exposition gratuite. Exactement, oui. Okay. Vous pouvez aller visiter. En fait, c'est en boutique, tout simplement. Ok, d'accord. Bon, on ira. On peut aller faire un tour. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir passé du temps avec nous et merci à toi Baptiste de nous avoir rejoints sur plateau. Mais merci à vous tous. Tout de suite, un court-métrage, le court-métrage de la semaine Face à l'œuvre. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints, on se retrouve la semaine prochaine. Je te parlais de ce Lancelot Théodore Turpin de Crissey. En voilà une autre particulièrement importante dans le mouvement néoclassicisme. Psst. Viens voir. Ah ouais, super.
Et à l'égard de Lancelot Théodore, qui est d'ailleurs un peintre, mais aussi un lithographe, sais-tu ce qu'est un lithographe? Ah, ça je sais. Un lithographe, c'est un poète dramaturge. Pour savoir ce qu'est un lithographe, il faut tout d'abord s'intéresser à ce qu'est la lithographie. La lithographie, du grec lithos. Bah, Alexandrie. C'était pas avec mon ex ce voyage? C'était il y a 2 ans, c'est ça? Non, c'était l'année dernière. Tu sais, dans ce petit hôtel trop mimi, tenu par cette grand-mère adorable. Ouais. La grosse casse-couille qui arrêtait pas de nous parler de son mec mort il y a 10 ans. Heureusement qu'on n'y restait que 4 jours dans cet hôtel. Elle a été définitivement mise au point dans les premières années du 19e siècle. Ouais, en vrai, j'étais pas loin. J'avais trouvé un petit resto trop chou, avec une vue incroyable. Ah puis j'avais trouvé un resto incroyable où je me suis pété le bide. Il était beaucoup critiqué, jugé et mal compris, alors qu'aujourd'hui, ses œuvres sont exposées et son travail est reconnu et contemplé. C'était vraiment bien ce voyage quand même. Carrément. Comme quoi, peu importe la critique et le regard des gens, il faut persister dans son travail. Ouais, j'ai capté. En fait, Lancelot Théodore, machin truc, là, c'est un peu comme Gradure. Genre, quand il dit beaucoup de ces bâtards m'ont blessé, aujourd'hui, ma vengeance, c'est de les baiser. Je la connais pas celle-là. Bah, pourtant, c'est vraiment un classique, faudrait que je te fasse écouter.